Résultat avec du tir à l'arc à Leun en Norvège. Malentendu, enfin en sport, Yannick Noah a passé le premier tour de l'Open de Bercy à Paris. Un Iranien l'attend pour le second. Voilà le sommaire du journal. Mais ce soir, le monde du théâtre est en deuil. Nous sommes en 1934 à Marseille. Un jeune homme de 23 ans est bloqué dans un tramway en panne dans les rues de Marseille. Il jette un regard autour de lui et aperçoit une amie. On bavarde et notre jeune homme lui confie qu'il aimerait bien faire du théâtre. « Ça tombe bien, lui répond l'ami, je fais partie de la troupe de Louis Ducreux, le Rideau Gris. Un de nos camarades est malade, peux-tu le remplacer ?» Et c'est comme cela qu'André Roussin, qui vient de mourir ce soir d'un cancer, a fait ses débuts sur les planches alors qu'il était journaliste au Petit Marseillais. Depuis le Rideau Gris, sa carrière a été très brillante, comme auteur bien entendu, mais aussi comme acteur, sans oublier son élection à l'Académie française en 1973. Évoquons brièvement cette carrière. Comme il aimait à se définir lui-même, André Roussin aimait à broder sans vulgarité sur le thème éternel du mari, de la femme et de l'amant. D'abord journaliste, il devient comédien dans la compagnie du Rideau Gris que Louis Ducreux avait fondée à Marseille avant la guerre. Bon, maintenant, 12 heures ont passé. On est sorti de la surprise et de l'affolement. Alors, il est mon amant, toi tu es mon mari, c'est le moment de s'expliquer. Qu'est-ce que tu comptes faire? Nina, jouée ici par Rosy Vart, fait partie des pièces les plus souvent reprises. C'est en 1941 qu'André Roussin monte sa première pièce, c'est Amstramgram avec Micheline Prel. Mais c'est la Petite Hutte qui lui apporte la notoriété et fait d'André Roussin le prince du boulevard. Lorsque l'enfant paraît, ici interprété par Guy Tréjean et Marthe Mercadier, mais aussi les œufs de l'autruche, Bobos, la locomotive, une grande fille toute simple, sont autant de brillants accrochés au diadème scintillant des nuits parisiennes. Pierre Freinet, François Perrier, Madeleine Robinson, mais surtout Elvire Popesco, contribuèrent à la gloire d'une œuvre couronnée par le prix Edmond Rostand et par le prix Beaumarchais. André Roussin était aimé de ses interprètes. Dominique Paturel, qui joue actuellement l'une de ses pièces à la salle Gaveau, La petite chatte est morte, a laissé éclater son chagrin devant notre caméra. Il était réel, je vous l'assure. Il m'a confié toutes ses pièces, j'en ai joué 10. C'était un immense auteur, un homme de talent, d'esprit, d'humour, un grand auteur français dans la tradition. Et je pense qu'on va enfin comprendre la place immense qu'il occupait dans le théâtre français. Je crois que c'est un grand vide pour nous tous. Le cargo panaméen, qui se promenait tranquillement à quelques milles de l'île de Bas, vient de livrer son secret. Sa cale était bourrée d'armes, et non des moindres. 20 missiles Sam-7, des milliers de mitraillettes Kalachnikov, et j'en passe. À qui étaient destinés ces joujoux? Aux Irlandais de l'IRA. D'ailleurs, certains membres de l'équipage avaient des contacts réguliers avec l'organisation républicaine irlandaise. C'est en effet ce que pensent les policiers, puisque les 5 hommes d'équipage, tous irlandais, à l'issue des 96 heures de garde à vue, doivent être transférés cette nuit de Brest à Paris. Car la prise d'armes est de taille. 20 missiles Sam-7, des milliers de Kalachnikov, plusieurs dizaines de mitrailleuses lourdes, avec munitions, et enfin, si l'on peut dire, 10 tonnes d'obus. Valeur de la cargaison, 200 millions de francs. Ces armes fabriquées au-delà du rideau de fer empêchent de connaître leur provenance exacte, leurs numéros ayant été soigneusement limés. Une chose est sûre, ces 150 à 200 tonnes de matériel représentent 4 fois plus que la plus importante des prises jamais saisie jusqu'alors à l'IRA. Et ce soir, le procureur de la République de Brest vient d'annoncer officiellement que la cargaison de l'Exund était intégralement destinée à l'IRA provisoire. Et aujourd'hui, aux communes, Margaret Thatcher a félicité la police française. Visiblement, les Britanniques sont impressionnés par cette prise d'armes qui fera demain la une de tous les journaux londoniens. Les armes, on ne parle que de cela aujourd'hui. Dans l'affaire des ventes illégales à l'Iran par la société Lucher, le juge Legrand, qui est chargé du dossier, a demandé la déclassification du rapport Barba, c'est-à-dire la possibilité de le verser au dossier de l'instruction, puisque pour l'instant il est couvert par la mention confidentielle défense. Mais on continue à fournir des armes à l'Iran d'une manière plus ou moins légale, et nous allons voir à ce sujet l'intéressant parcours d'un bateau chypriote. 4 décembre 1986. Nous sommes à Ridham Dock, un port anglais dans la Manche. Un cargo chypriote, le Hague,
après avoir chargé des explosifs, quitte ce port vers sa destination suivante, Cherbourg, en France. Au même moment, une colonne de camions quitte la Belgique et se dirige elle aussi vers Cherbourg. Son chargement, 222 615 détonateurs, représentant 34 tonnes de marchandises. Le 12 décembre 1986, le part vers l'Espagne, une destination fictive. Les licences d'exportation sont fausses, en contradiction avec les lois internationales. Après Cherbourg, le bateau fait escale dans plusieurs ports et disparaît en Iran entre le 1er janvier et le 2 février 1987. Comment savons-nous qu'il s'agit de l'Iran? D'une part parce que la compagnie de transport belge, la Transamo, a facturé l'opération à une compagnie suédoise, la Scandinavian Commodity, connue comme intermédiaire permanent de Téhéran. D'autre part, nous avons pu nous procurer ce document confidentiel des douanes belges en date du 15 juillet 1987 qui fait état de cette livraison parmi d'autres. C'est donc la Belgique qui est un des centres de ce trafic avec l'Iran, un trafic qui passe par Cherbourg. Les autorités de Bruxelles enquêtent actuellement et il est vraisemblable qu'une commission européenne se saisira de cette affaire. Des armes au terrorisme, il n'y a qu'un pas. Les chefs d'Action Directe vont être de nouveau à la une de l'actualité. Rouillant, Nathalie Ménigon et les autres ont en effet passé en correctionnel au mois de janvier, moins d'un an après l'arrestation spectaculaire de Vitry-aux-Loges. Rappelez-vous, ils menaient une vie tranquille à la campagne en préparant d'autres coups lorsque la police leur est tombée dessus. Du côté de l'instruction, ça n'a pas traîné et pour aller aussi vite, la justice a employé les grands moyens. Jusqu'au bout, Action Directe est une affaire exceptionnelle. Au point que les magistrats n'hésitent pas à bouleverser leurs habitudes. Le substitut Gauthier, spécialement détaché de la section antiterroriste, travaille à la maison. Il y a plus d'un mois, il a été autorisé à s'installer chez lui pour boucler l'acte d'accusation qui fait plus de 500 pages. Quant au juge d'instruction Jean-Louis Bruguière, il bourre ses armoires avec une trentaine de volumes, 9000 feuillets, consacrés à l'histoire criminelle d'Action Directe depuis 1982. Pourquoi le tribunal correctionnel avant la cour d'assises? Pourquoi juger le délit relativement secondaire d'association de malfaiteurs avant le pire, c'est-à-dire les assassinats de Georges Besse et du général Audran? Eh bien parce qu'il fallait aller très vite. La justice est pressée de régler la situation pénitentiaire de Jean-Marc Rouillant et de Nathalie Ménigon. Ils vont passer très vite, dans quelques mois, du statut hybride de détenu provisoire à celui plus clair, plus commode de condamné. Et puis le gouvernement va obtenir, avant l'élection présidentielle, la première consécration judiciaire de l'exploit policier de Vitry-aux-Loges. Je ne pense pas qu'il faille parler de terrorisme après ce qui s'est passé à Francfort hier, mais c'est très grave puisqu'il y a eu mort d'homme. Depuis des mois, les écologistes protestent contre l'agrandissement de l'aéroport. Nous vous avons souvent montré des images de violence près de cet aéroport. Hier, la manifestation a dégénéré et il y a eu 2 morts du côté des policiers. Tout a commencé à proximité de ce mur, un mur de protection construit par les autorités pour maintenir l'ancien chantier à l'abri des actions écologistes. D'un côté, des manifestants masqués pour la plupart, de l'autre, les forces de l'ordre équipées de canons à eau. Aux injonctions des policiers, les écologistes répondent en tirant des fusées éclairantes et des cocktails Molotov. La violence a atteint son paroxysme lorsque les forces de l'ordre ont essayé d'arrêter un groupe de manifestants. Ils se sont mis à tirer avec toutes sortes d'armes, a dit un témoin de la scène. 2 policiers sont morts et 9 autres ont été blessés. Depuis 10 ans, les manifestations pour protester contre le défrichement des bois entourant l'aéroport n'ont jamais cessé. En mai 80, les écologistes érigent des huttes sur un terrain où les autorités envisagent de tracer une nouvelle piste. Elle sera finalement construite, mais le conflit qui s'en est suivi a fait plusieurs centaines de blessés. Et hier, pour la première fois, 2 policiers sont morts. Depuis, les forces de l'ordre quadrillent la région. Un homme a été arrêté et les perquisitions se poursuivent dans les milieux autonomes, soupçonnés d'avoir fait dégénérer la manifestation en affrontement violent. Jacques Chirac a quitté Israël aujourd'hui après une visite en définitive chaleureuse et franche, malgré les divergences qui existent toujours entre les 2 pays sur le processus de paix en Moyen-Orient notamment. Les Israéliens ont été intéressés par les propos de Jacques Chirac concernant les Juifs de Syrie et l'OLP. Nous insisterons sur ces 2 points en nous rendant à Jérusalem. Alors que Jacques Chirac saluait son homologue israélien au Jardin des Roses de Jérusalem, tout le monde avait en tête les propos qu'il avait tenus en faveur des Juifs de Syrie. Le Premier ministre a déclaré qu'il ne se rendrait pas à Damas tant que ce pays ne ferait pas un geste en leur faveur.
Cette déclaration a été accueillie très chaleureusement par les Israéliens qui ont vu dans ces mots un geste politique concret en faveur d'Israël. Aujourd'hui, lors d'une conférence de presse, Jacques Chirac a tenu à préciser qu'il n'y avait rien là de très nouveau. Tout aussi agréable pour ses hôtes, ses remarques à propos du chef de l'OLP. Ce qui est vrai, c'est que je n'ai jamais rencontré M. Yasser Arafat. C'est un fait. Et je n'ai aucun projet de le rencontrer. Voulant néanmoins montrer son attachement au règlement du problème palestinien, Jacques Chirac a reçu plusieurs personnalités des territoires occupés avant son départ. Il les a écoutés et a parlé avenir. La France n'a pas changé de position, elle reste attachée au principe d'une conférence internationale et au droit des Palestiniens à l'autodétermination. Les Israéliens qui connaissaient mal Jacques Chirac ne peuvent plus désormais ignorer quel homme est venu les voir. Ses propos, ses déclarations ont été largement commentés par la presse. Le Premier ministre a d'ailleurs déclaré que son séjour avait permis de dissiper tous les malentendus. Une visite qui, en quelque sorte, entérine la normalisation des relations franco-israéliennes. Alors revenons en France pour parler de Jean-Marie Le Pen. D'après notre confrère Le Monde, le Front National recule dans l'opinion. C'est ce qui ressort d'un sondage Sofres. Jean-Marie Le Pen n'en a cure et continue son tour de France en rendant visite, comme il l'a fait aujourd'hui, au Mont-Saint-Michel. C'est le début d'une nouvelle vague de sa campagne présidentielle. Au Front National, on a décidément le sens de la mise en scène. Arrivée spectaculaire du héros, comprenez le candidat Le Pen. Décor symbolique, le Mont-Saint-Michel, citadelle au milieu des flots. Et puis, référence mystique, l'archange terrassant le dragon. 3 éléments nécessaires, semble-t-il, pour solenniser un discours sans grande surprise. J'ai confiance dans l'instinct de notre peuple pour, à l'instar de Saint-Michel, combattre les démons du renoncement, du déclin, de la servitude, de la décadence. C'est pourquoi l'élection présidentielle revêtira l'an prochain un caractère exceptionnel. Il s'agira d'un choix décisif, d'une double alternative entre la décadence et la renaissance d'une part, entre le socialisme mondialiste et le patriotisme national et européen de l'autre. Bourse Suez sera finalement cotée le lundi 9 novembre, a annoncé aujourd'hui le ministère des Finances. Vous vous souvenez que son introduction en bourse avait été retardée en raison de la tempête de ces dernières semaines. Les souscripteurs pourront payer leurs actions en 2 fois, le 18 novembre prochain et le 18 novembre 88. Alors Philippe Bouchard, vous allez pouvoir acheter des Suez, vous êtes content. Bien, alors la bourse, c'est pas terrible aujourd'hui. Wall Street, c'est un peu mieux, mais c'est pas terrible non plus. C'est pas terrible non plus. Alors évidemment, on attend les décisions du président Reagan sur les impôts et sur le déficit. Mais on attend aussi beaucoup de choses du côté allemand. On a un petit peu tendance à négliger ce qui se passe en Allemagne. Vous avez raison, à l'Est, rien de nouveau. Si ça continue comme ça, Joseph, on va scander avec tous les Européens, comme au beau vieux temps, Ein Reich, Ein Volk, Ein Deutschmark. Car les Allemands, avec un Deutschmark à 3,41 contre le franc, à 1,71 contre le dollar, sont les maîtres du jeu. Rappelez-vous, Brasillac disait « La France a couché avec l'Allemagne ». Ben, c'est fait. L'union est consommée pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est que la Bundesbank achète des francs français et des dollars et colmate les brèches. Le pire, c'est que les capitaux filent vers la zone marque et que les emprunts en marque sont souscrits à Paris, sans contrôle d'échange, que les Allemands refusent des allègements fiscaux pour relancer leur économie et qu'on ne voit pas d'issue. Pour tout arranger, il y a, si j'ose dire, des querelles d'Allemands entre les Allemands. Le gouvernement allemand ne veut pas faire une relance, alors que la Bundesbank, de son côté, refuse de baisser les taux d'intérêt. Alors Reagan ne peut pas quand même capituler 40 ans après devant Kohl. Alors les Américains laissent tranquillement filer leurs dollars pour gonfler la masse monétaire des Allemands et les contraindre à réévaluer le Deutschmark. À terme, naturellement, une réévaluation de Deutschmark solitaire pourrait nous arranger pour nos exportations, mais dans l'immédiat, il est vrai que ces capitaux qui filent outre-Rhin affaiblissent sa position du franc. Vous vous rappelez, quand on était petit, il y avait sur les ceinturons des soldats allemands « Gott mit uns ». J'ai l'impression que le dieu des monnaies, il est toujours allemand. Merci Philippe. En sport, on attendait Noah au premier tour de l'Open de Bercy, et on a eu Noah. Il a battu Mazur, pas Bruno, Wally, l'Australien, en 2-7 facile. Il rencontrera au deuxième tour un Iranien de France, Barami,
qui a battu Tariq Ben Abiles, bien décontenancé. Il ne sait plus à quel saint se vouer, ce pauvre Ben Abiles. Nous allons faire un peu mieux connaissance avec ce Barami. Nom Barami, prénom Mansour, âge 31 ans, 255e à l'ATP. À première vue, un joueur comme il en existe beaucoup sur le circuit. Mais deux choses le séparent des autres. Tout d'abord, sa nationalité, iranien, en France depuis 5 ans. Il a quitté l'Iran pour pouvoir jouer au tennis. Ensuite, son jeu, improvisation, superbe toucher de balle et le tout fait avec fantaisie pour le public. Je ne suis pas vraiment concentré sur le cours. Je pense beaucoup au public. Ça me fait perdre beaucoup de matchs. J'ai perdu beaucoup de matchs à cause de ça, mais je peux rien faire pour ça. Cette fois, la perf est au bout de sa raquette. Issu des qualifications, il a sorti Tariq Ben Abiles tout en régalant le public de Bercy. Le premier match à faire vibrer le POPB. Ce qui va lui permettre de réaliser l'un de ses rêves, jouer l'un des 10 meilleurs joueurs mondiaux, en l'occurrence Yannick Noah. J'ai vraiment envie de jouer depuis plusieurs années contre un grand joueur comme Yannick sur un central de Roland-Garros ou même à Bercy ici devant peut-être 15 000 personnes. Mansour Barami, un grand bol d'air frais dans le tennis d'aujourd'hui. En météo, nous allons prendre connaissance du temps de demain, un temps d'automne bien entendu, mais c'est beau tout de même. C'est encore une journée d'automne agréable que nous avons connue aujourd'hui. Vous le voyez sur cette photo satellite, très peu de nuages sur la France, mais encore beaucoup de brume. Pour demain, c'est le même type de temps, avec toutefois des nuages plus nombreux au nord de la Loire. Partout ailleurs, le ciel sera bien dégagé et le soleil brillera toute la journée. À noter quand même des vents d'est qui souffleront assez fort, jusqu'à 70 km/h, sur les côtes bretonnes, vendéennes et méditerranéennes. Les températures, elles iront sur la moitié nord de 9 à 13 degrés, avec 9 à Nancy, 11 à Reims, 14 à Rennes. Et sur la moitié sud, le thermomètre montera jusqu'à 20 degrés, avec 12 à Grenoble, 16 à Agen, 18 à Marseille. Et puis demain, le soleil se lèvera à 7h43, il se couchera à 17h25 et nous fêterons la Saint-Charles. Et puis, si vous devez voyager, sachez qu'il a fait 9 degrés à Londres et Bonn, 12 à Luxembourg, 16 à Athènes et 21 à Rome. Prochain rendez-vous avec l'information 6h45, Jean-Claude Narcy et Ladislas Joyos. 13h, Yves Mourouzi, Marie-Laure Augry. 20h, Patrick Poivre d'Arvor. Maintenant, Philippe Beauchard et la Bourse. Et après, Frédéric Mitterrand, avec notamment comme invité Bruno Mazur et Pierre-Luc Séguillon du Beau Monde. Nouvelle plongée du dollar à New York, nouvelle plongée du Dow Jones, le Deutschmark Superstar. Voici les principaux indicateurs économiques. Le Dow Jones à New York était en baisse à 1963 points, baisse de 50 points. Le dollar était en hausse par rapport au franc à 5,84 contre 5,79, mais en baisse contre le Deutschmark. Valeur française en baisse à Paris, moins 0,8%. Le lingot en baisse, 88 700 francs. Le Napoléon en baisse également à 563 francs. Malheureusement, les jours se suivent et se ressemblent dans la grisaille. Le Deutschmark monte partout à 3,41 contre le franc, 1,71 contre le dollar. Il faut dire que le franc est attaqué un peu sur toutes les places européennes. Et pourtant, la Banque de France s'est efforcée de le soutenir, la Bundesbank a acheté des francs. Alors, explication commune, c'est une technique délibérée, on laisse glisser le franc pour mieux casser la spéculation par la suite. En attendant, tout le monde joue contre le franc et on achète un peu partout des valeurs allemandes, on souscrit des emprunts en marque et il y a une situation assez tendue. Il faut dire que l'évolution du dollar n'arrange personne, car à New York, effectivement, la situation est tout à fait confuse. On ne sait plus quelles sont les intentions du président Reagan, les négociations avec les membres du Congrès sont délicates, on ne sait pas si véritablement Reagan va se décider à créer des impôts ou à faire des économies, et dans cette confusion, le sort des monnaies joue un rôle décisif.
On attendait un peu un relais des Japonais pour souscrire à des valeurs américaines. Il n'en a rien été. La situation est à peu près comparable à Paris. On est dans la grisaille. Et effectivement, s'il y a une baisse légère des valeurs françaises, c'est que le cœur n'y est pas. Quant à l'opération de Suez, que le gouvernement engage quand même la semaine prochaine, c'est une opération un peu complexe, puisque finalement, on pourra acheter les actions en 2 temps, une fois maintenant, et puis le solde l'année prochaine. Sur le plan technique, c'est assez compliqué et ça va exiger certaines manipulations de la part des banques, car il va falloir scinder en quelque sorte les achats en 2. Ça va alourdir sans doute la comptabilité, mais le plus grave n'est pas là. Car ça veut dire qu'on va repomper des liquidités l'an prochain, en 88, donc on prend une hypothèque sur l'avenir. Les privatisations passent plus mal qu'au début de l'année, et c'est un problème nouveau, il faudra en tenir compte, car le vrai débat va se situer dans quelques temps, lorsque se poseront les questions sur les nouvelles privatisations, notamment celle de l'UAP. On se retrouve demain. AXA, 3500 agences, 3500 conseillers. Votre voiture, monsieur Prost? Tout de suite. Alain Prost, les pneus Goodyear Eagle NCT sur notre voiture, ça compte? Oui, ça compte vraiment. Vous aussi, dites Goodyear, je compte sur toi. Si les symptômes persistent, consultez d'urgence votre station de sport d'hiver. N'attendez pas, prenez des sports d'hiver. On devrait pouvoir construire sa retraite à son rythme, sans être obligé de verser de manière régulière. Avec l'Association française d'épargne de retraite, vous pouvez construire l'avenir à votre mesure, en téléphonant au 05 1 2 3 4 5 6. Jean-Pierre Foucault dans tous ses éclats. Des stars, comme s'il en pleuvait, une super cagnotte à gagner. Jean-Pierre Foucault vous invite avec le monde du spectacle à une sacrée soirée. Michel Boujna et en exclusivité, les vedettes de Santa Barbara sur la Une. Frédéric Mitterrand vous propose, avec Jérôme Garcin et Christine Bravo, une émission préparée par Thérèse Lombard, Permission de minuit. Bonsoir. Il y a quelques mois, à l'occasion des Molières, j'ai découvert à la télévision un personnage que je ne connaissais pas. Il s'agissait d'André Roussin. André Roussin a fait une lettre hommage à Elvire Popesco qui devait bien durer 7 minutes. Ces 7 minutes furent un très grand moment de télévision. Et ce soir, alors que nous allons consacrer notre émission à l'effet télé, je pense que c'était bien de rappeler ce moment où André Roussin a été connu par la France entière, parce qu'on s'est aperçu à ce moment-là aussi que la télévision permet de saisir la réalité et la beauté morale d'un être. Comme elle peut aussi trahir les gens, les transformer et les faire passer pour meilleurs qu'ils ne sont. C'est de tout cela que nous allons parler dans l'effet télé avec Jérôme Garcin. N'est-ce pas, Jérôme ? Oui, Frédéric, merci d'avoir dit un mot d'André Roussin, qui effectivement est mort ce soir. Et je voulais juste, avant de présenter mes invités, poser une ou deux questions à Yvan Audouard, qui est l'invité de cette émission sur l'effet télé. Yvan, vous avez connu André Roussin ?